Nia Sterling venait simplement prendre l'avion. Vêtue d'un legging, de mocassins élégants et les cheveux attachés en chignon désordonné, elle ne portait aucun signe extérieur de son statut. Pourtant, elle était la PDG de Sterling Apex Logistics, une entreprise qui venait de racheter discrètement une part majeure des routes de fret européennes. Après 72 heures de négociations intenses, elle n'aspirait qu'au calme et à un verre de champagne. Elle avait réservé le siège 1A sur le vol 492 à destination de Londres, un siège choisi pour son intimité et son confort. Mais en arrivant en première classe, Nia s'arrêta net. Une autre femme occupait déjà le siège 1A. Vêtue d'un blazer jaune vif, les cheveux parfaitement figés par la laque, elle semblait parfaitement installée, ses affaires occupant même le siège voisin. Nia vérifia calmement son billet, siège 1A, Nia Sterling. Elle prit une inspiration et s'adressa poliment à la femme, qui l'ignora d'abord avant de la regarder avec un air condescendant, insinuant qu'elle s'était trompée de classe ou de rangée. La tension monta rapidement. La femme refusa de bouger et appela une hôtesse avec mépris. Après vérification, l'hôtesse confirma que la place appartenait bien à Nia et que l'autre passagère devait se rendre au siège 4D. Mais celle-ci refusa catégoriquement, prétextant un problème de santé et affirmant qu'elle méritait ce siège plus que Nia. Les échanges devinrent humiliants, déplacés, et chargés de sous-entendus méprisants à peine voilés. Lorsque l'hôtesse insista, la situation dégénéra, le verre de la passagère se brisa, éclaboussant le sol et les chaussures de Nia. Les regards se tournèrent vers la scène. La femme accusa alors Nia de provoquer des problèmes, remettant même en cause sa légitimité à voyager en première classe. Le malaise était palpable dans toute la cabine. Le personnel fit appel à la responsable de cabine, puis au commandant de bord. Malgré les mensonges et les accusations de la passagère récalcitrante, la vérité était claire, elle refusait d'obéir aux règles et perturbait gravement le vol. Lorsque le capitaine reconnut Nia Sterling, partenaire stratégique de la compagnie, son attitude changea immédiatement. Il comprit que la situation avait dépassé une simple erreur de siège. Les propos déplacés de la passagère franchirent alors une ligne irréversible. Le capitaine mit fin à l'incident avec fermeté, rappelant que personne n'était au-dessus des règles, peu importe son nom ou ses relations. Ce qui devait être un simple vol révéla finalement une vérité brutale, sous-estimer quelqu'un sur son apparence peut coûter très cher. Le jet bridge était encore connecté lorsque le capitaine Miller ordonna de maintenir l'avion au sol, qualifiant la situation de menace sécuritaire de niveau 2 après qu'une passagère de première classe, Béatrice Vanet, eut agressé verbalement l'équipage, brisé un verre et refusé d'obéir aux instructions. Furieuse à l'idée de rater un gala à Londres, elle tenta d'imposer son statut et le nom de son mari, mais le capitaine refusa catégoriquement, expliquant qu'il ne tolérait aucun abus envers son personnel ou ses passagers. Alors que l'avion était immobilisé et que la police de l'autorité portuaire était appelée, Béatrice accusa Nia, une passagère calme et discrète, d'être responsable du retard, la rabaissant publiquement et la désignant comme insignifiante. Nia s'avança alors et déclara avec sang-froid que l'avion n'était pas cloué au sol à cause d'elle, mais à cause des infractions fédérales que Béatrice venait de commettre, notamment l'entrave au travail de l'équipage, les menaces verbales et la destruction de biens. Lorsque les agents arrivèrent, malgré les protestations arrogantes de Béatrice qui se proclamait victime, les preuves furent évidentes, et elle fut arrêtée sous les yeux médusés des passagers, certains filmant déjà la scène. La situation dégénéra lorsqu'elle tenta de s'en prendre à un passager et frappa involontairement un officier avec son sac, scellant définitivement son sort. Traînée hors de l'avion en criant, elle perdit toute dignité, tandis que Nia, restée silencieuse, révéla calmement son identité, Nia Sterling, PDG de Sterling Apex Logistics, partenaire stratégique clé de l'entreprise du mari de Béatrice. Elle expliqua que le contrat vital reliant leur société était désormais résilié, conséquence directe de ce comportement inacceptable. Plus tard, alors que la vidéo de l'incident devenait virale sur les réseaux sociaux et détruisait la réputation publique de Béatrice, celle-ci réalisa depuis sa cellule que son mari faisait face à une crise financière majeure, les investisseurs se retirant massivement. Rejetée par les médias, abandonnée par son entourage, exclue de son propre domicile par décision judiciaire et informée de la rupture définitive des relations professionnelles et personnelles qui faisaient sa vie, Béatrice vit son monde s'effondrer en quelques heures, tandis que Nia, enfin apaisée, s'endormait tranquillement en première classe alors que l'avion décollait.
Son exclusion fut immédiate et implacable. Son accès à MX Platinum fut révoqué pour comportement inapproprié, son compte suspendu, et elle fut officiellement retirée de tous les comités caritatifs et événements mondains. Même le bal d'automne lui fut interdit, jugé désormais trop polémique. Mais le véritable coup fatal vint du monde des affaires. À 9 heures précises, pendant qu'elle comparaissait devant la justice, Sterling Apex Logistique activa la clause morale de son contrat avec Vanair Construction. Le communiqué, bref et sans appel, expliquait que l'entreprise refusait toute collaboration avec des entités associées à des comportements discriminatoires. Le contrat d'acier de 400 millions de dollars fut annulé, les cargaisons bloquées à Rotterdam, et l'effet domino fut dévastateur. Sans cet approvisionnement, la tour Hudson ne vit jamais le jour, les prêts bancaires furent suspendus, les lignes de crédit gelées, et son mari Preston se retrouva au bord de la faillite. Cherchant un responsable, il l'a gelé, et son mari Preston se retrouva au bord de la faillite. Cherchant un responsable, il la désigna sans hésiter. Dans une chambre impersonnelle d'hôtel, elle apprit par les chaînes d'infos qu'elle était devenue le symbole d'un scandale national. La porte frappa, elle espéra, mais ce fut un huissier. La demande de divorce était déposée, rupture irréconciliable, atteinte grave à la réputation, gel des avoirs. Il ne se contentait pas de la quitter, il la sacrifiait pour se sauver. En quelques mois, elle perdit tout, luxe, relations, statut, liberté de voyager, et même sa dignité. 6 mois plus tard, ruinée, travaillant comme simple réceptionniste, elle fut convoquée au sommet de la tour Sterling Apex. Face à elle se tenait Nia Sterling, calme, puissante, inébranlable. Elle lui rappela ce jour en première classe, où elle n'avait pas vu une femme, ni une dirigeante, mais seulement un préjugé. Les excuses de Béatatrice furent sincères, brisées, humaines. Contre toute attente, Nia annonça le retrait de la poursuite civile, à une condition stricte. Pendant 2 ans, Béatatrice travaillerait pour la Fondation Sterling, au service de jeunes femmes issues de minorités, non comme mentor, mais comme soutien invisible, apprenant l'humilité par le service. Ce n'était ni une vengeance ni une grâce, mais une leçon. Elle accepta. En quittant la salle, elle comprit qu'elle ne retrouverait jamais son ancien monde, mais qu'elle avait peut-être gagné quelque chose de plus précieux, la conscience. Ce jour-là, elle apprit que le pouvoir réel n'élève pas la voix, il agit. Et que ceux que l'on méprise aujourd'hui peuvent détenir demain les clés de votre avenir. Les semaines suivantes marquèrent un tournant silencieux mais profond. Chaque matin, Béatatrice se présentait au centre communautaire de Harlem avant l'aube, basket aux pieds, badge discret autour du cou. Personne ne la reconnaissait comme l'ancienne femme des galas et des premières classes. Et pour la première fois de sa vie, cela ne lui apportait ni colère ni honte, mais un étrange soulagement. Elle préparait le café, organisait les plannings, répondait aux appels, réglait des détails invisibles mais essentiels. Les jeunes femmes qu'elle aidait ne connaissaient pas son passé. Elle voyait seulement une employée efficace, réservée, presque effacée. Au début, chaque regard lui rappelait ce qu'elle avait été. Puis, peu à peu, quelque chose changea. Elle commença à écouter leurs histoires, leurs doutes, leurs combats. Elle vit leur détermination, leur intelligence, leur courage face à un monde qui leur fermait souvent les portes. Chaque réussite qu'elle facilitait était un miroir tendu vers son propre passé. La chute avait été brutale, mais l'apprentissage l'était tout autant. Elle comprit que le respect ne se réclame pas, il se mérite. Pendant ce temps, le nom de Preston disparut progressivement des pages financières. Les projets s'effondrèrent, les investisseurs se retirèrent, et l'empire qu'il avait tenté de sauver en sacrifiant son épouse s'écroula dans un silence gêné. Nia Sterling, elle, poursuivait sa route, sans triomphe apparent, convaincue que la justice la plus durable n'est pas celle qui humilie, mais celle qui transforme. Un soir, en quittant le centre, Béatatrice s'arrêta devant la vitre, observant son reflet. Elle ne reconnut plus la femme arrogante d'autrefois, ni même la personne brisée d'après le scandale. Elle vit quelqu'un de fatigué, certes, mais lucide. Quelqu'un qui comprenait enfin que la vraie place ne se situe ni à l'avant ni à l'arrière d'un avion, mais dans la façon dont on traite les autres. Et pour la première fois depuis longtemps, elle rentra chez elle sans se sentir vide. Le monde ne lui devait rien, mais elle pouvait encore lui être utile. C'était peu, et pourtant, c'était tout.
Les années passèrent sans fracas. Pas de rédemption spectaculaire, pas de retour sous les projecteurs. Seulement des gestes répétés, modestes, constants. Béatrice, désormais simplement Béa pour ceux qui la côtoyaient, continua son travail sans jamais chercher à être reconnue. Elle comprit que l'anonymat n'était pas une punition, mais une liberté. Libérée du regard des autres, elle pouvait enfin agir sans calcul. Un matin d'hiver, une jeune fille du centre, Maya, l'arrêta avant l'ouverture. Elle hésitait à déposer son dossier pour une bourse universitaire. Elle doutait. Comme Béatrice avait douté autrefois, mais pour de mauvaises raisons. Cette fois, elle ne parla ni de prestige ni de réussite sociale. Elle parla d'effort, de courage, et de cette force silencieuse que l'on découvre quand on cesse de vouloir prouver quelque chose au monde. Maya fut acceptée quelques mois plus tard. Ce jour-là, Béatrice pleura seule dans les toilettes du centre, non de regret, mais de gratitude. De son côté, Nia Sterling suivait tout cela à distance, sans intervenir. Elle n'attendait ni rapport ni reconnaissance. Elle savait que la transformation réelle ne se mesure pas en communiqué, mais en constance. Lorsqu'on lui demanda un jour si elle regrettait de ne pas avoir poursuivi Béatrice jusqu'à la destruction totale, elle répondit simplement. La vraie victoire, c'est quand quelqu'un cesse de nuire. Pas quand il souffre. Un an plus tard, lors d'une conférence sur l'éthique en entreprise, Nia mentionna l'incident sans nom, sans détail, comme un exemple de leadership silencieux. Dans la salle, personne ne savait que, ce soir-là, Béatrice était assise au fond, badge de bénévole autour du cou, venue accompagner une étudiante. Elle écouta sans se reconnaître vraiment. L'ancienne, elle appartenait à une autre vie. À la fin de la conférence, leurs regards se croisèrent brièvement. Aucun mot. Aucun sourire appuyé. Juste un hochement de tête. C'était suffisant. En quittant le bâtiment, Béatrice leva les yeux vers le ciel nocturne. Les avions traçaient des lignes lumineuses, indifférents aux histoires humaines. Elle pensa à ce siège 1A, à ce jour où elle avait tout perdu, et à ce qu'elle avait gagné sans le savoir. Elle n'était plus invitée dans les salons privés, mais elle était attendue quelque part chaque matin. Et cela avait plus de valeur que n'importe quel statut. Le pouvoir, elle le savait désormais, ne réside ni dans l'argent, ni dans les titres, ni dans la peur que l'on inspire. Il réside dans l'impact que l'on laisse derrière soi quand personne ne regarde. Et pour la première fois, elle sourit non parce qu'elle avait réussi, mais parce qu'elle avait compris. Les mois passèrent, et Béatrice poursuivit sa routine avec une discipline presque rituelle. Chaque matin, avant que le centre ne s'anime, elle ouvrait les portes, allumait les lumières et préparait le café pour les bénévoles et les jeunes filles qui arriveraient. Peu à peu, elle devint un repère stable et discret, ses gestes étaient précis, ses conseils mesurés, et son silence porteur de sagesse. Les jeunes femmes, bien qu'ignorant tout de son passé, trouvaient en elle une force tranquille, une présence qui ne jugeait pas, mais guidait subtilement. Un jour, alors qu'elle rangeait les documents d'inscription pour les bourses, Maya, la jeune fille qu'elle avait encouragée à postuler, s'approcha timidement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tendait une enveloppe. « Je voulais, merci, dit-elle, la voix pleine de gratitude mais teintée d'appréhension. Béatrice sourit simplement et laissa tomber un léger « tu l'as mérité ». Continue comme ça. Ces mots, modestes, avaient pourtant plus de poids que toutes les louanges mondaines que Béatrice avait reçues auparavant. De son côté, Nia Sterling suivait encore de loin le travail du centre. Elle n'intervenait jamais directement, mais elle avait donné des moyens financiers et humains pour soutenir les projets éducatifs et sociaux. Dans ses rapports anonymes, elle mentionnait Béatrice comme un exemple de résilience et de transformation, sans jamais chercher à lui attribuer publiquement le mérite. Pour Nia, le véritable succès n'était pas d'exposer, mais de catalyser le changement. L'impact de Béatrice sur le centre se fit rapidement sentir, de jeunes filles prenaient confiance en elle, osaient parler, écrire, entreprendre. Les histoires qu'elle partageait avec elle révélaient la profondeur du travail silencieux qu'elle accomplissait. Et chaque fois qu'une réussite, petite ou grande, se produisait, elle ressentait une satisfaction que l'argent et le prestige n'avaient jamais pu lui offrir. Un soir d'été, alors qu'elle fermait le centre, elle reçut un appel inattendu. C'était Maya, maintenant admise dans une prestigieuse université. « Je voulais vous inviter à ma remise de diplôme. »
et dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Béatrice sentit un mélange de fierté et d'humilité l'envahir. Elle n'avait pas cherché à être reconnue, et pourtant, ce moment était une reconnaissance plus profonde que toutes les galas et cérémonies auxquelles elle avait participé. Plus tard, assise seule dans un petit café après la cérémonie, Béatrice leva les yeux vers le ciel. Les avions traçaient toujours leurs lignes lumineuses, témoins silencieux de milliers d'histoires humaines. Elle pensa à Nia Sterling, au siège 1A, au jour où tout avait basculé, et comprit que le véritable pouvoir n'était ni dans la revanche, ni dans l'humiliation, mais dans la capacité à transformer la douleur en force, la perte en service, et l'orgueil en humilité. Et alors que les lumières de la ville scintillaient autour d'elle, Béatrice sourit enfin pleinement. Elle n'avait plus besoin du regard des autres pour se sentir entière. Elle avait trouvé sa place, non pas au sommet d'un monde de privilèges, mais au cœur de la vie qu'elle aidait à construire pour les autres.